Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur La Parenthèse. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux technologies nouvelles, l'apport des innovations digitales en Afrique, éducation, investissement dans les infrastructures, implication du secteur privé, implantation de groupes étrangers. Une chose est sûre, l'Afrique numérique bouillonne au point d'espérer un jour occuper une place de choix dans le monde digital. Et évidemment, le Bénin n'est pas du reste. Le sujet est au cœur du débat. Mais avant le débat, vous le savez, il y a bien d'étapes à parcourir. Et la toute première ce mercredi, c'est le show de Pipi. Et oui, une nouvelle aventure démarre avec lui. Le contenu, restez avec nous, Madame, Monsieur, la parenthèse est ouverte. La première saison, il nous a fait marrer, il nous a fait rigoler au travers de ses prévisions astrologiques pour le moins atypiques. Lui, c'est l'astrologue Djidevo. Il nous revient pour cette deuxième saison avec des scènes de ménage. Le show de Pipi, c'est une exclusivité de l'ORTB. Regardez. Bébé, amour, Doudouna. Mais maman, je t'appelle. Chérie, chérie, est-ce que mon café est-il prêt? Ou bien prêt? Maman, je te parle. Ah, Oui, donc on a un dessin. quoi? Maman, Suis-je tenue de te répondre? Va chercher ton café à l'endroit où tu as passé ta soirée d'hier. Et tu me laisses tranquille, hein? Tu me laisses tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait Ne de me mal? provoque pas ce matin. Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je suis rentré tard, c'est parce que je suis en train de poursuivre quelque chose. Hein? Pour notre bonheur. Le bonheur de qui? Bonheur de nous tous. Le bonheur de qui? Oui, Que n'as-tu pas trouvé en journée? Et c'est dans la nuit que tu l'auras. bien sûr. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui? Il y a des trucs qu'on ne peut pas trouver dans la journée, mais dans la nuit, on peut trouver ça. Tous les papas comme moi qui rentrent tard à la maison, c'est sûr qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Écoute, arrête un peu. Et regarde-moi très bien. Pour me grandir ici à Gagakaze et tout. On a dit colonne wewer. Qu'est-ce que tu appelles clan? Et dis, mommy, je me suis percé les oreilles il y a longtemps. Ça dit qu'on dit. D'accord? Et je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu iras donc raconter tes baratins là ailleurs. Ah, donc c'est baratin. Et une fois encore, tu me laisses tranquille. Donc c'est des baratins. Donc tu ne me crois pas. À quoi, Mia? Tant mieux. Hein? Tant mieux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma jeunesse? Et c'est aujourd'hui, après 5 décennies, et je vais faire. C'est toi seul. Hein? Ma chérie, non, c'est pas sérieux. Je suis pas Ne ta t'as pas. C'est pas Je ne sérieux. suis plus ta chérie. C'est pas ce que tu crois. Va la chercher. Ramène là ici. Tu Et parles de le qui? matin, elle te fait ton café. Non. Parce que ben, c'est bien, café de soirée pour y boire. Mais tu ferais mieux d'aller te servir que de rester devant là, planté devant moi, en train de te plaindre. Non, Tu m'entends, non? Et tu as non. compris? Non. Écoute-moi bien. C'est pas ce que tu crois. Hein? Je suis rentré à la maison à 1h45. Hein? peux rentrer à Donc c'est 5 pourquoi tu m'as... Tu peux rentrer à 5 heures. Donc c'est pourquoi tu as quitté, tu m'as laissé au lit et tu t'es couché, tu t'es dormi. Je me couche où je veux. Je suis chez moi. Je peux me coucher ici, dans la chambre, à la cuisine, n'importe où. Mais c'est pas à cause de toi que je suis... je viens tard à la maison. Ah, mais qu'est-ce que C'est pas à cause de toi. Et ma chérie, c'est pas à cause de toi. Hein? Écoute, c'est toi qui sais ce que tu cherches dans la nuit. Je ne veux même pas d'explication. Continue comme ça, c'est bien. Mais je te dis, Au lieu de me remercier, mais Dieu voit, hein, pourquoi? tu péchais contre Dieu comme Je ça. vais te remercier pourquoi? Tu péchais contre Dieu comme ça. Écoute, Tu péchais contre Dieu. je suis en train de sortir. Il y a un Dieu pour les malheureux. Tu as un Dieu. J'ai un Dieu. Le Dieu central te voit. Et il te voit aussi. Il te voit. Il te voit aussi. Si je Même mens. dans la nuit, là, tout ce que tu fais dans la nuit, il te voit. Il te voit bien. Il te voit. On va comprendre, mais tu ne veux pas me comprendre. Donc je mens. Moi, le fils de mon père, je mens. Si je mens, Dieu voit. Si je mens, Dieu voit. Mais tu es ingrate.
Ah oui? Tu es ingrate. Je suis ingrate, hein? Tu es vraiment ingrate. Je suis ingrate, et toi alors? De me parler de ce ton-là, tu Toi, es vraiment ingrat. Toi, tu es ingrat. Hein, c'est à cause de toi. Toi, tu es ingrat, tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Sous le buton, c'est quoi, quand tu es irresponsable, oui? C'est ça. Donc, tu vas rester à la maison quand tu veux. Tu vas rester à la maison quand tu veux. Et le problème, ma gare, comprends la maison. Tu vas rester à la maison quand tu veux. Et quand oui, des ronces, assez à. Fais les ronces, il y a qu'à l'autre temps, tout est là. Mais puis, trouvez-moi mes chaussures. L'homme impudique, c'est la suite, c'est déjà retrouvé demain quand il sonnera 7 heures. Et elles sont déjà avec moi sur ce plateau de charmantes dames. Rebecca Kenyonde, bonjour. Bonjour Raymond Amégan, chers téléspectateurs, bonjour. Mylène Fanou, bonjour. Du rouge Bordeaux. Ça annonce Vous la aimez? couleur. Ça annonce la couleur. Est-ce que vous aimez? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rouge Bordeaux. Merci, c'est gentil. Et en face, Mylène Fanou. Mylène, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Du Rebecca, blanc bonjour. rayuré avec du rouge Bordeaux. Enfin, donc voilà. On a Un tout assorti. compris. Ouais, c'est un assorti, on a compris le message. Puis, mesdames, soyez gentilles. Faites-lui le café quand même si parfois il est impudique. Faites-lui le café. Ah ben non, Oui. il prend le café là où il a dormi. Il prend C'est le café aussi avant de simple. revenir à la maison, c'est Quand tu passes la nuit simple. quelque part, il faut prendre le petit déjeuner avant de te lever. Exactement. Mesdames, il était en train de travailler là. Ah bon? Oui, c'est toujours pour que le foyer tienne bien. Ah bon? Bien sûr. Ah, S'il a dormi la nuit, s'il a dormi ailleurs, ce n'est pas forcément parce qu'il était avec X ou Y. ah bon? C'est parce On qu'il peut était en faire train ça de aussi? travailler. Ah, moi, je On peut travailler aussi jusqu'à une heure? Ah, ça dépend du travail que vous faites. Ah, C'est ça dépend exactement du travail que vous faites. Mesdames, allez, on installe la première rubrique de ce jour, c'est bien mode. Rebecca, aujourd'hui, tu nous apprends à nous habiller, tu nous offres quelques astuces mode. Tout à fait. Alors, Eman, je vais commencer déjà par un petit témoignage. Tu sais, moi, généralement, quand je rentre les soirs, je prépare toujours la Ce que tu vas tenue que je porter le dois lendemain. porter le lendemain. Mais il s'est fait que hier, j'étais rentrée fatiguée, épuisée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me coucher, me réveiller, le faire plus tard. Et j'ai oublié. Alors, ce matin, quand je me suis levée comme ça, dans la précipitation, je suis allée, j'ai regardé dans ma garde-robe et puis j'ai sorti une tenue comme ça que j'ai portée. Et là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, ben, on peut s'habiller chiquement, simplement et quand même être élégante. Donc, du coup, mesdames, je vous donne la première astuce.
Alors, ça donne des idées aux dames. Cette tenue-là, où est-ce qu'on peut porter, où est-ce qu'on peut... Pour aller au boulot, par exemple. Au boulot. Oui, au boulot. Enfin, moi, je préfère ça pour le boulot. Oui. Pas pour une sortie assez relax. C'est possible, mais je trouve que c'est pas assez relax pour les sorties. Je vais vous proposer tout à l'heure des tenues pour sortir. N'est-ce pas? Allez, Pourquoi vous continue. êtes pressés? On vous suit. Alors, astuce pour astuce, Eman, Mylène, quand on possède un petit budget pour pouvoir s'habiller, c'est toujours un peu galère. Vous n'allez pas me dire le contraire, on le sait tous. On dit souvent que bien s'habiller coûte cher. Moi, je dis que bien s'habiller n'est pas forcément, ne peut pas forcément coûter cher quand on peut s'y prendre, on peut y arriver, Quand on sait s'y prendre surtout. quand on sait s'y prendre, voilà, on peut y arriver. Quand on fait des magasins, on peut trouver des tenues adéquates pour pouvoir sortir. Alors, madame, je vous propose ici de vous habiller chiquement pour sortir, mais léger, avec un budget léger. Alors, oui. Des tenues qu'on peut mettre pour sortir aussi, pour aller au boulot. Mylène, ça te donne des idées? Oui, oui, bien sûr, c'est très intéressant. La plupart du temps, quand on achète un ensemble, on se dit que c'est peut-être la veste et le pantalon avec un bustier en bas, on va au boulot et c'est tout. Voilà, Mais c'est tout. avec ça, déjà, tu peux faire des mélanges. Tu peux prendre une autre chemise et mettre là-dessus. Mettre là-dessus. C'est beau et c'est aussi plus relax. Tu peux porter le même ensemble, le même dessous pour aller au boulot ou bien même, peut-être le soir sortir, voilà. te prendre un Exactement. petit thé ou un petit jus. Ah ouais, tu en sais quelque chose, hein? Et pour finir, une dernière astuce pour la route, chers téléspectateurs. On a tous des armoires à trois. Non. Chère téléspectatrice, il faut maintenant spécifier parce que depuis le début,
tu Ah, t'es moi, on est concentré jaloux. sur les dames. Mais attends, Donc, tu es jaloux une ou dernière quoi? astuce chez tes Et avec vous, spectatrices. c'est tout simple. La veste Ah bon? de... Quoi? Tu crois? Oui, bien Tu sûr. le Tu prends jeudi. l'autre chemise que tu enfiles et puis tu mets l'autre veste grave. là-dessus. Ah et oui. C'est tout, quoi. Ça passe, Ah oui. tranquille. Ben, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vous prépare quand même ma chronique pour demain. Je l'espère. Je Ah oui. l'espère. Je l'espère. Sinon, les téléspectateurs et moi, on va former une fronde Ah, pour censurer la rubrique. Ah. Bien sûr. Désolé. Allez, Demain, puis, on peut cher continuer à monsieur. présent. Alors, comment gérer son armoire ou sa garde-robe pour ranger ses vêtements convenablement? Regardez. Voilà quelques astuces pour bien ranger son armoire. Enfin, personnellement, je ne suis pas sûr de m'asseoir pour Parce faire qu'il tout ça. faut du temps Là, et de la pas mentir, patience. il faut pas mentir aux téléspectateurs. Je n'ai vraiment pas le temps pour m'asseoir et faire tout ça. Ouais. Ah ouais, là, en même temps, tu te rends compte que le rangement, c'est vraiment un art. Hein, parce que Exact. De l'art. tu libères toute ta... La matinée ne va même pas suffire. Surtout pour nous, femmes, qui avions Je te tellement, dis, Mylène. tellement d'habits de rechange. Tu prends toute une journée et puis tu le fais. Eh bien, voilà. Ce sera tout. Emma. Merci. Allez, on va regarder à présent dans l'armoire et sortir une petite tenue de sport et nous rendre, on va dire, au stade, mais pas sur un gazon de foot, mais sur un court de tennis pour parler tennis avec Bruno. Il est venu papier en main, pas avec des raquettes en main, malheureusement. On aurait aimé le voir avec sa raquette. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Eman, bonjour Mylène, bonjour Rebecca. Je salue les téléspectateurs, ceux-là qui aiment ce rendez-vous du lexique du sport. Tu voulais dire notre rendez-vous? Bruno, bonjour. Bonjour. Allez, aujourd'hui, Bruno, on parle du Masters 1000 ou des Masters 1000 au tennis. Que Oui, retenir? les Masters 1000, c'est une expression qu'on entend très souvent, surtout sur les chaînes étrangères, puisque ça se passe beaucoup plus à l'étranger, mais on ne comprend pas toujours forcément ce que cela veut dire ou ce que cela implique. Alors, les Masters 1000, c'est une abréviation d'un ensemble de compétitions qu'on appelle les ATP World Tour. Masters 1000, ATP signifiant Association of Tennis Professionals ou Association en français des professionnels du tennis. Donc, l'expression ou l'appellation globale ou complète de l'ensemble de ces compétitions, comme je le disais, c'est ATP World Tour Masters 1000. Voilà, donc un peu comme pour dire le circuit mondial ATP, donc des Masters 1000. Alors, il faut dire que c'est un ensemble, comme je le disais, d'événements organisés par l'ATP qui regroupe 9 tournois. Donc, 9 tournois qui se déroulent annuellement depuis l'année 1990 sur plusieurs continents, à savoir l'Europe, l'Amérique du Nord et en Asie. Mais ils ont changé, enfin, cette compétition a changé plusieurs fois de nom depuis sa création en 1990. D'abord, c'est parti avec le nom de ATP Championship Series. Après, c'est devenu Single Week. Après, c'est devenu en 93, ça a pris le nom de ATP Super 9 ou ATP Super 9. Et ensuite, en 2010, c'est devenu ATP Tennis Masters Series avant de devenir, depuis 2009, comme on l'appelle maintenant, ATP World Tour Masters 1000. Alors, il faut dire que c'est un ensemble de compétitions, je dirais, moins cotées que le Grand Chelem dont on aura l'opportunité de revenir, d'en parler, voilà, sur ce rendez-vous. Alors, c'est quand même, hein, ça reste, même si c'est moins coté que le Grand Chelem, c'est un ensemble de compétitions qui reste quand même incontournable pour les joueurs de tennis professionnels, notamment de par leur caractère obligatoire calendrier ATP et qui influence aussi le classement ATP des tennismen. Alors, il faut dire, Herman, que ces 9 tournois dont nous avons parlé précédemment, ces 9 tournois sont, je dirais, répartis sur l'année. Déjà, à partir de la mi-mars, vous avez les Masters de Miami, donc ça c'est aux États-Unis. Ensuite, déjà en avril,
Donc, quelques semaines après, vous avez les Masters de Monte-Carlo, c'est en France. Ensuite, début mai, vous avez les Masters de Madrid en Espagne. Et à la mi-mai, vous avez les Masters de Rome. Début août, vous avez les Masters du Canada. Mi-août, toujours, vous avez maintenant les Masters de Cincinnati aux États-Unis. Mi-octobre, vous avez les Masters de Shanghai, c'est en Chine. Et au niveau du mois d'octobre, au courant octobre-novembre, vous avez les Masters de Paris-Bercy, c'est en France. Donc, c'est un ensemble de compétitions qui amènent les tennismen véritablement à se mettre en valeur. Et là, c'est la crème parce qu'on a dit ATP, Association of Tennis Professionals. Donc, ça met véritablement en compétition tous les grands noms du tennis mondial. Alors, il faut dire à ce niveau que le record de titres est d'ailleurs détenu en simple par l'Espagnol Rafael Nadal. Vous le savez, c'est un des rois de cette compétition. 35 titres à ce jour devant le Serbe Novak Djokovic qui en a 34 au total et le Suisse Roger Federer qui en a 28. Alors, Novak Djokovic, lui, il est le joueur de tennis de l'histoire à avoir remporté au moins une fois tous les titres en simple performance que l'on nomme Masters d'or. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pu avoir, je dirais, ce record-là d'être en simple, pas en double, celui-là qui a pu remporter l'ensemble de ces trophées-là en série. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment été énorme. Maintenant, souvent, des gens s'étonnent. Comment se fait-il que parfois, dans le classement mondial des meilleurs ou des sportifs les plus riches, on retrouve des tennismen parce que on ne comprend pas. On entend les sommes astronomiques du foot, football, au basket avec la NBA. surtout. Mais quand on voit un tennisman récemment, je crois il y a 2 mois encore, on a vu Roger Federer qui était pratiquement le numéro 2 mondial en termes de fortune. Et ça a étonné beaucoup de gens. C'est parce que pour ces compétitions-là, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 8 millions d'euros juste pour ces compétitions-là. Et vous comprenez que, voilà, pour une compétition, si vous pouvez avoir jusqu'à plus de 8 millions d'euros, c'est que c'est vraiment consistant. On va prendre toujours quelques informations concernant les ATP World Tour Masters 1000 pour dire également que dans les tournois de la catégorie Masters 1000, il est obligatoire de venir soit en simple, soit en double, parce que c'est comme ça se passe. Et tout joueur ayant le classement et la possibilité d'y participer doit le faire sous peine de sanctions financières. Ça veut dire que c'est une compétition presque obligatoire pour les tennismen. Si vous êtes déjà à un certain niveau du classement, vous avez l'obligation de participer. Donc, il existe cependant 3 exceptions qui permettent aux joueurs de faire l'impasse sur un tournoi obligatoire sans avoir à justifier une blessure. Donc, avoir joué 600 matchs sur le circuit, avoir perdu plus de 12 ans de carrière ou avoir plus de 12 ans de carrière ou avoir plus de 31 ans. Donc, voilà les 3 exceptions qui peuvent vous amener à, je dirais, vous absenter à un Masters 1000. Autrement dit, c'est que vous serez sanctionné par les instances fêtières du tennis mondial. Voilà un peu ce qu'il en est des Masters 1000. On entend souvent, moi-même j'entendais souvent cette expression, mais Masters 1000, je savais que master, voilà, en anglais, ça voudrait dire, voilà, la crème peut-être, crème, ouais. voilà. Mais après, je ne savais pas que c'était en fait un ensemble de 9 compétitions qui se déroulent sur plusieurs continents, mais réparties sur la saison durée. tennistique. Donc, voilà, donc on parle des Masters de Miami, Masters de Monte-Carlo, de Cincinnati, de Rome, du Canada, de Shanghai, Paris-Bercy, etc., etc. Donc, pour désigner... Voilà, donc... si vous entendez peut-être que quelqu'un a remporté les Masters de Miami, par exemple, un tennisman a remporté les Masters de Miami, ça ne veut pas dire qu'il a remporté les Masters, enfin le ATP World Tour Masters 1000. Il n'a remporté qu'une bataille de la guerre parce que dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Donc voilà. Donc, Rebecca, tu en sais désormais davantage, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr. Sur les masters. Oui, c'est sûr. Il y aura une interrogation écrite dessus. Est-ce que Rebecca Il y a aime du pas de tennis? souci. Non, mais c'est un sport que j'aime particulièrement.
Non, mais c'est un sport que tu aimes particulièrement. On a compris le message. Le tennis. J'espère que tu ne vas pas nous Oh dire non, aujourd'hui non, que tu as aussi été poussé au Oh tennis. non, non. Mais par contre, j'ai... Après le Madame, judo, après le Non, mais basket et attends, le judo. arrêtez, Parce que tu es arrêtez, ce n'est madame, pas gentil. touche Touche à à tout. tout. Non, mais on a donc touché à tout ici. Non, mais dans ma famille, j'ai eu une grande sœur qui adore le tennis. Ah, je ne sais quand vraiment c'est pas pas ce toi, c'est qu'elle la y grande trouve. sœur. Ah non, mais c'est vrai, elle adore le tennis. Et d'ailleurs, je lui fais un coucou, Natacha Fanou, bonjour à toi. Elle aime vraiment le tennis. Et donc, j'ai des raquettes à la maison. Je les observe de temps en temps, mais je ne joue jamais. Il faut les utiliser. C'est dommage. C'est dommage. Faut les utiliser et ne pas utiliser pour faire de la grillade. Hein. C'est pas Je possible. sais Là. que tu aimes beaucoup faire la cuisine. Ouais, j'adore. À défaut de servir pour des petites balles jaunes, ça va moins servir pour des poissons qui seront mis dans le four. Allez, Bruno, merci. Merci surtout de nous parler C'est moi, donc, c'est toujours un plaisir. de ces expressions qu'on côtoie au quotidien quand on suit les informations sportives, mais dont on ne saisit pas toujours la quintessence, sinon le sens. On va revenir certainement sur les ATP 500 parce qu'autant il y a les Masters 1000, autant il y a les ATP 500, il y a ATP 250 aussi. Et surtout Le Grand Chelem, comme les je l'ai grands dit. chelems, les Oui. 4 tournois de Grand Chelem On qui va en forment revenir. la saison tennistique. On va sans nul doute en revenir. Allez, on va recevoir à présent sur ce plateau le représentant de Grand-Mère. Il est déjà dans les coulisses. Parade de Grand-Mère, c'est tout de suite. Mylène, voilà, tu es avec nous déjà, donc bien installé confortablement dans ton canapé, oui. Enfin, il n'y a pas d'objection, tout c'est un canapé. Mais je suis bien installée Tu quand es même. bien installé quand même, mais pour recevoir le représentant de grand-mère. Le représentant de grand-mère, bonjour. Bonjour, le plateau, bonjour. Bonjour. Alors, Rebecca, on nous dit souvent que la femme enceinte ne doit pas sortir en pleine nuit. Oui, c'est vrai. Déjà entendu parler. Oui, oui. Moi, je compte bien le faire quand même. Ah oui Oui, je vais le faire. Ce sont des élans Vous de... voulez défier grande-mère. Ce sont les Je élans, veux- ce sont des je élans de vais- rébellion. Je vais d'abord essayer d'entendre ce que grand-mère a dit à propos. Alors, Que nous monsieur dit Didas, grand-mère? oui. Bonjour, chers amis du plateau, bonjour, chers téléspectateurs. Je crois que quand on parle de femme enceinte d'abord, c'est quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui est spirituellement vulnérable. Et je crois que ce que grand-mère dit, c'est vérifié. Vous savez, la nuit, il ne faut pas tout le temps se hasarder à sortir. Encore que vous ne maîtrisez pas la nuit. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les lumières, hein. Mais au temps de grand-mère, il n'y avait pas de lumière. C'était nos lampions qu'on traînait. Il n'y avait même pas de lampe torche. Et donc, quand vous sortez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver sur la voie. On peut heurter Voilà. Pierre. Voilà. Et donc, en dehors de ça, il y a les esprits malveillants, les esprits maléfiques qui sortent la nuit et qu'on ne maîtrise pas. La femme qui est déjà vulnérable, si elle va là-bas, comment est-ce qu'elle peut se comporter? Quelle est sa force de résistance? Elle ne peut rien. Alors, une femme déjà dans cet état doit être conservée. Il faut dire à la femme enceinte de ne pas sortir la nuit. Mais attention, quand on dit ne pas sortir la nuit, ce n'est pas que vous voulez aller acheter quelque chose, on est avec vous. Non. Sortir la nuit, c'est ce que Pipi Wahou vient de faire. Vous sortez, vous venez à 1h45, mais ce n'est pas possible. Vous devez sortir pour des raisons précises, avec un accompagnement précis. Sinon, vous pouvez rencontrer des esprits que vous ne pouvez pas maîtriser. Oui, mais aussi au pire des cas, quand c'est vraiment urgent, vraiment important, on recommande à la femme enceinte de bouger avec un petit caillou. Ça- Oui, quand vous parlez de cailloux, d'abord, est-ce que vous entendez l'expression « Kindjewuton » En termes social, on ne dit pas « Nyonouma Togo Voilà. ». On dit « Kindjewuton ». C'est comme ça on dit, non? Enfant Si, raffiné. si, enfant. Voilà, On donc, a- oui, voilà. on a- On réserve même certaines choses, on ne dit pas directement « Mandogo ». Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qu'elle porte aujourd'hui. Alors, si elle veut sortir la nuit, si elle se laisse comme ça, ouverte là, elle peut se heurter à des esprits. Et comme on dit que c'est le caillou qu'elle a, elle garde le caillou pour se comme un poser. porte-bonheur. Voilà. Pour se poser, c'est comme une sorte de résistance. Donc, à tout esprit maléfique qui constate que, ici, il y a quelque chose on ne peut pas toucher. Il y a une barrière qu'il ne faut pas franchir. Donc, c'est pourquoi, quand la femme doit sortir, forcément la nuit,
alors il faut qu'elle se munisse d'un petit calme. Vous pensez En que fait- ça marche encore En fait, aujourd'hui? moi, je me rends compte que cette croyance, elle est vraiment répandue parce que j'ai eu à fréquenter plusieurs femmes enceintes qui, réellement, la nuit, pour sortir, elles étaient obligées de prendre... Oui, c'est d'ailleurs là que j'ai su que grand-mère nous disait qu'il fallait Est-ce pas que sortir. chaque fois, même si vous n'êtes pas, c'est pas une femme enceinte, quand un enfant veut sortir la nuit, pourquoi on lui demande de ne pas sortir la nuit? Pourquoi, même si vous êtes une grande personne, faites attention quand vous sortez la nuit. On vous dit ça quand même. Ou bien. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci dans la nuit. Il faut faire très attention. Encore une femme enceinte, il faut faire très attention. Maintenant, Madame Rebecca me demande, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de parler de Il y a ces des choses? lumières partout. Mais il y a déjà Faut les dire lumières, attends. il y a une possibilité. Et si c'est en ville, par exemple, jusqu'à 4 h du matin, vous rencontrez des gens. De loin, vous pouvez dire à telle personne, oh, je le connais. Donc, ce n'est pas que la grand-mère, ce qu'elle avait dit dans le temps est vérifié. Et aujourd'hui, si vous allez dans un village où il n'y a pas de lumière, même homme, pour sortir, vous allez vraiment prier beaucoup avant de sortir. Donc, à plus forte raison, une femme. Donc, il faut faire attention. De toutes les façons, même s'il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, les raisons évoquées ici sont beaucoup plus spirituelles. Spirituelles, voilà. C'est vrai que dans la spiritualité, l'obscurité contribue à pas mal de choses, mais après, même s'il y a la lumière, ce n'est toujours pas bien de sortir jusqu'à une certaine heure quand même si vous êtes un homme, même si vous êtes encore moins une femme enceinte, parce que c'est pas... C'est une couche vulnérable. Oui, c'est pas bien parce qu'en ce moment-là, on sait tous que la femme enceinte est physiquement affaiblie, elle est diminuée, même si voilà, elle est en double maintenant. Après aussi, donc après aussi, il ne faut pas s'exposer, même au niveau du froid, même la fraîcheur de la nuit, ce vent qui souffle la nuit à certaines heures n'est pas toujours bon pour l'organisme humain. Voilà, il y a des maladies qui tirent leur source d'ailleurs de cette fraîcheur-là nocturne qui parfois cause des maladies au niveau surtout des bronches. Il paraît même que grand-mère nous disait aussi que quand la femme enceinte sort beaucoup la nuit, l'enfant qui est né parfois... Aime la nuit. Non, ne grandit pas, ne grandit pas comme ça. Donc quand vous voyez L'enfant ne croit pas. des noctambules, Non. après vous allez mettre moi un gros noctambule. Donc l'enfant ne croit pas comme cela se doit. Hein, ce n'est pas un pygmée, mais l'enfant ne croit pas. Hein, il y a un souci. Il n'est pas intelligent comme cela se doit. Donc il y a quelque chose qui manque à cet enfant qu'on n'arrive pas à expliquer. Il vaut mieux éviter de passer dans la nuit. Bruno, est-ce que cette croyance va jusqu'au nord? Oui, ça va jusqu'au nord. C'est un peu répandu, comme tu l'as dit. Je pense qu'au nord, c'est encore plus... Prononcé. Oui, plus accentué. On ne permet pas à la femme enceinte de sortir la nuit. C'est un interdit, quoi. Ah ouais. Après, voilà, il y en a qui s'entêtent, mais globalement, si vous êtes vraiment près d'une grand-mère ou près d'une personne âgée, elle vous dira non, c'est pas possible. Et puisqu'on est en train de parler des femmes enceintes, c'est vrai que ce n'est pas... C'est vrai que c'est un peu pour tacler les jeunes filles sur le plateau. C'est vrai que c'est à ces moments-là qu'elles ont des envies bizarres. Je veux sortir, sortons, allons au restaurant, etc. Alors que grande-mère contre ces pratiques-là. Bruno, il y en a même qui m'ont dit... Non, elles ont des envies vraiment Il y en a bizarres. même qui m'ont dit que chérie, mon bébé et moi avons besoin de dire tes messages WhatsApp. Depuis quand est-ce que l'enfant vous pousse à vouloir lire les messages de papa? Non. Ou carrément, c'est peut-être à 2h ou à 3h du matin, elle vous dit j'ai envie de manger tel. Oui. Elle se met à pleurer à la limite. Oui. Vous sortez, vous allez chercher, vous revenez. Finalement, elle dit qu'elle n'en a plus envie. À peine elle goûtait, dit que bon, finalement. Elle en a plus envie. Mais n'exagérez pas non plus. Hein. Vous ne savez pas On ce qui se n'exagère pas. passe. Vous n'êtes pas à la place de la femme enceinte. Vous Jusqu'à- n'avez jamais été enceinte. Jusqu'à la femme enceinte va donc, vouloir demander à lire les messages WhatsApp. C'est possible. C'est tout le est bébé qui possible. réclame. Tout Ah bon? est possible. Ce sont les hormones. Ça, c'est une envie personnelle. C'est une accusée par le bébé. C'est une envie Non, je crois, personnelle. non, Laissez le bébé à l'écart de tout ça. vraiment, je crois que au moins on peut tirer une leçon. Oui. Ce n'est pas quand même bien que même si vous êtes une jeune fille, que vous sortiez tard la nuit. On vous qualifie d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez chercher la nuit et que vous n'avez pas trouvé le jour? C'est général, hein, n'est-ce pas? Oui, commençons par... En La grand femme est vulnérable. La femme a la force, mais elle est vulnérable. Bon, il y a des professions, je dirais, que je mets en griffe, nocturnes. Je suis d'accord.
Mais si je suis à l'ORTB avant de sortir, mais il y a des conditions, on peut m'aider, on peut m'envoyer une voiture pour me chercher. Si je sais que je suis vulnérable, là où je vais quitter. Sinon, on peut vous braquer. Donc, il faut faire attention. Tout ça, c'est l'éducation par la peur, tel que je le dis souvent ici. Voilà. Merci, M. Didas Tosso. Merci beaucoup. Merci Didas Tosso, vous qui nous aidez à élucider tous ces propos de grand-mère. Grand-mère a toutes les astuces pour nous dissuader, mais aussi pour nous éduquer. Sans cela, c'est parade de grand-mère. Les Didas, on va vous laisser partir. Mais avant, on va bien sûr installer l'Akpakpato en chef qui est déjà dans les coulisses. Merci. L'Akpakpato en chef est déjà sur ce plateau avec son look atypique, le béret vert. Ça, c'est signification. Comment vous m'accueillez ce matin? Jocelyne, bonjour. Vous savez, pour faire papa bonjour à parfois tous on ne nos se amis. salue même plus, on va... C'est On vrai, va parce que directement ce sont dire les informations sont à chaud. Voilà, on ne se salue plus. Eh bien, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Pakpato, ce matin, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je suis un peu déçue. Mais quand même, quand il s'agit de Pakpato, on ne manque pas d'informations. Il y a quelque chose et on va démarrer tout de suite par le Ghana. Donc, on va rester d'abord en Afrique. Au Ghana, eh bien, il y a une bonne nouvelle. La Banque mondiale vient de faire paraître son nouveau classement des pays les plus riches au monde. Et dans ce classement, on retrouve le Ghana. Vous imaginez? Le Ghana, oui. Le pays fait quand même des progrès. Ouais, beaucoup de Ça fait progrès, beaucoup de c'est un exemple en Afrique. Eh bien, les États-Unis viennent en première place avec un PIB de plus de 21 milliards de dollars, suivi de la Chine. Le Japon vient en troisième place. Et puis après, nous avons l'Allemagne, l'Inde et le continent africain qui s'est dignement fait représenter. Eh bien, il y a le Nigeria qui est classé à la 26e position du classement général. Et puis, en dehors du Nigeria, on retrouve l'Afrique du Sud qui est 37e au classement général et deuxième en Afrique, donc suivi de l'Égypte. L'Égypte qui, avec 303 milliards de dollars, est suivi de l'Algérie, du Maroc, de l'Éthiopie. Et il faut rappeler à toutes fins utiles que ce classement a été effectué depuis le 12 juillet 2020 et a été publié il y a à peine 2 jours. Donc le Ghana fait une fière entrée dans cette liste très sélecte, tandis que d'autres pays comme le Soudan ont perdu leur place. Et le Bénin, Le Bénin se notre pays, retrouve où? notre pays, le Bénin. Bon, l'actualité ce matin, en matière de Pakpato, il ne s'agit pas du Bénin, il s'agit plutôt du Ghana, qui a fait une bonne entrée dans ce classement-là. Donc, Je pense voilà. je pense qu'il y a quand même... Voilà, il y a quand même des notes d'espoir pour le Bénin parce qu'on s'est aussi illustré sur certains plans. On est devenu un pays à revenu intermédiaire. Donc, Tout il y à a fait. des institutions mondiales qui ont quand même su, je ne sais pas, rassurer quant à ce qu'au Bénin, voilà, ça commence par aller. C'est vrai, ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans les prochains classements, le Bénin pourrait peut-être faire, je ne sais pas, une avancée. Tout à fait. Mais bon, le Kwakbatoya ce matin n'est pas allé faire des recherches sur le Bénin. L'information à retenir, c'est que le Ghana a réussi à s'illustrer voilà, dans ce classement-là pour honorer l'Afrique. Et maintenant, pour Kwakbato, on parlera de Camille Makosso. Ah oui, le père de la De la marmaille. marmaille à Abidjan. Oui. Donc, le général Makosso, depuis quelques jours, est victime. Est-ce qu'on va dire qu'il est victime? Non. On va plutôt dire qu'il est au cœur voilà, d'une situation parce qu'il a perdu sa femme. Oui. Et dernièrement... Depuis quelques mois déjà, Ouais, je crois. depuis oui. quelques mois, il a perdu sa femme. Et dernièrement, il y a la famille, sa belle famille, qui fait de troublantes révélations pour dire que eh bien, le décès de leur fille, qui n'est rien d'autre que la femme de Makosso, serait lié voilà, à des violences conjugales. Voilà. Donc, il y a une représentante de la famille du nom de Agnès Lorougnon, porte-parole de cette famille-là, qui accuse directement Makosso, le général Makosso, d'être à la cause du décès de leur fille. La famille biologique de Tatiana Kosséré, c'est la femme du général Makosso, donc, a dénoncé que le décès de leur fille est consécutif à une action violente. Elle pointe ainsi du doigt le général Camille Makosso, qu'elle accuse d'avoir tué leur fille. Donc, sur les réseaux sociaux, ça s'est un peu enflammé. On a vu des commentaires où... les gens ont indexé directement Makosso, puisque le décès de cette dame-là est lié à une petite dispute
de couple Serait serait, voilà. lié. Bon, je n'affirme pas, c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Donc, ce décès serait lié à une dispute de couple qui a dégénéré et la dame s'est retrouvée à l'hôpital. Malheureusement, elle est décédée. Donc, voilà. Pour le moment, Makosso ne s'est pas encore prononcé officiellement. C'est vrai qu'il a fait des directs pour élucider un peu l'affaire, mais il n'y a pas encore eu de déclaration officielle concernant cette affaire. La suite. Eh bien, la suite, on parlera de Madonna. Vous connaissez Madonna? Ah ouais, là, la vedette. Pour ceux qui sont fans de musique, qui aiment beaucoup la musique, eh bien, Madonna, c'est celle-là qu'on ne présente plus. Et elle a fêté son 62e anniversaire le 12 août dernier. Donc, à l'occasion de cet anniversaire-là, eh bien, elle a organisé une fête. Pardon, c'est pas le 12 août, c'est le 16 août. Le 16 août. Le 16 plutôt. août. Donc, la star a publié quelques photos de la fête pour ses 62 ans. Et on sait que Madonna, c'est la reine de l'exubérance. Alors, évidemment, pour la fête de son 62e anniversaire, l'interprète a fait des choses en grand. Direction la Jamaïque, où elle a déposé ses valises. La star a fêté avec son chéri, le danseur Alan Malik Williams, mais aussi avec sa fille lourde. De la famille, il y en avait, des amis également. Madonna a même décidé d'en faire profiter des fans. Et au cours de cet anniversaire, on a vu la chanteuse exhiber de la marijuana, pour ceux qui la connaissent. Donc, elle avait une cigarette à la bouche et elle a exposé de la marijuana. Maintenant, on ne sait pas si elle en a consommé. Mais une chose est sûre, on a vu sur les images de cet anniversaire-là qu'il y avait de la marijuana qu'elle possédait. Voilà. Ce sera tout ouh là là, c'est pas vraiment... pour le bateau de ce matin. Merci Jocelyne, merci beaucoup. À ne pas suivre. À ne pas suivre, c'est un exemple à ne pas suivre. Ah oui, exemple à ne pas suivre. Allez. On va continuer cette émission. Tout à l'heure, on va installer le forum de discussion pour parler de l'apport des innovations technologiques et digitales en Afrique. Bien sûr, le forum de discussion donc, va se consacrer à cette thématique. Mais avant, vous le savez, sur la parenthèse, c'est les nouvelles des Béninois d'ici, mais également de l'extérieur. Ariane Da Silva se charge, elle, c'est notre satellite. Et quand elle tourne, elle repère tous les Béninois qu'il y a sur la planète. Et aujourd'hui, elle a posé ses radars sur un jeune homme. Lui, c'est Idriss Adegbola. Il est architecte paysagiste. Il vit en Russie depuis 2013. Ariane Da Silva l'a repéré pour nous, ces Béninois de la diaspora. Bonjour tout le monde, bonjour le Bénin. Je suis Idriss Adegbola, secrétaire général du Haut Conseil des Béninois de Russie. Je suis architecte paysagiste, je suis dans la verdure du paysage et plus précisément, je suis spécialiste en gazon sportif. Je suis venu en Russie suite à la bourse de coopération bénino-russe que j'ai obtenue en 2013, je pense. Et voilà, je suis venu et j'ai fini mes études, j'ai eu mon master et je suis resté, j'y travaille. Je vis à Moscou. Voilà, je vis à Moscou, je travaille dans mon domaine. Je travaille pour moi-même, je suis dans le domaine du jardinage, plus précisément. Je dirais que mon intégration en Russie s'est faite très très bien parce que tout d'abord, imaginez, vous quittez le Bénin, d'un pays où on parle le français, et tu viens d'un pays où personne ne comprend que je dirais, ils parlent que la langue russe. Donc, il faut quand même s'intégrer d'une manière ou d'une autre. Donc, on était obligé d'apprendre la langue. J'ai fait une année de langue. Et après, j'ai commencé ma première année d'études en agronomie. Et voilà, c'était très bien. J'ai eu des amis russes, garçons comme filles qui m'ont aidé à mieux m'intégrer, tout en m'aidant à mieux parler la langue, à connaître la culture russe. Donc c'était quand même très très bien fait. Et voilà, aujourd'hui je peux dire que je suis très très content de moi-même parce que je parle très bien la langue russe. Donc voilà, et l'intégration s'est très très bien faite. Bon, cette intégration m'a impacté, je dirais, positivement en réalité. Donc,
tout va bien. Et j'ai aimé, j'aime bien la langue russe parce que c'est une langue un peu unique en son genre, donc ça va. Le Bénin me manque vraiment beaucoup parce que, et je dirais par cette opportunité que la Russie m'a pratiquement tout donné parce qu'elle m'a donné, ouais, j'ai ma petite famille, j'ai un petit garçon de 6 mois et si tout va bien par la grâce de Dieu, je vais l'envoyer au Bénin pour qu'il puisse connaître son pays natal, sa terre mère. Donc si tout va bien, voilà, on attend que cette crise sanitaire finisse pour qu'on puisse faire le voyage en bonne et due forme. Donc, tout va bien. On va revenir au pays pour manger les bonnes nourritures matinales. En ce cas, je me rappelle, on mangeait le côme avec les petits poissons et le piment rouge là, chaque matin et le latassi. Et je profite de l'occasion pour faire une petite dédicace à mon fils Sénat. Elle fait très bien son bain latassi là, le matin. Là. Donc, c'était des moments inoubliables qu'on ne peut pas oublier, même si on le souhaite, on ne peut pas l'oublier. Hein. Il y a des Béninois avec qui j'ai étudié, qui sont aussi restés, et il y a d'autres aussi qui sont repartis, bon, peut-être qu'ils sont revenus au pays, mais ils sont partis dans d'autres pays, mais quand même on a gardé de bons contacts, et on est toujours dans de bons termes, on échange pour prendre des nouvelles de l'un et de l'autre, donc tout va bien. Je dirais que mon plan, c'est de venir au pays, un de ces quatre, revenir au pays pour servir, parce que je suis dans le domaine du gazon, en fait. Donc, peut-être pas, pourquoi pas un jour construire des vrais stades pour montrer, pour rendre utile les connaissances que la Russie m'a données en termes de verdure du paysage, rendre l'espace vert utile, parce que c'est très important l'espace vert. Donc pourquoi pas un jour, si l'opportunité se présente, je serai avec plaisir. Parce que oui, mon physique est en Russie, mais mon cœur, il appartient au Bénin. Donc ça va être un grand plaisir que je vais revenir au pays, servir les miens. Donc voilà. Bienvenue chez moi. C'est ici que j'habite avec ma petite famille. Voilà mon endroit préféré. J'aime bien m'asseoir ici et je profite de l'occasion souvent pour lire des livres. Donc quand je prends le livre, je m'assois souvent là. Voilà, je m'assois souvent là, je lis. Et voilà. J'ai aussi profité de l'occasion, j'ai mis spécialement le berceau de mon fils là, et quand je lis, je profite de l'occasion pour lui raconter quelques contes en français. Je m'amuse aussi un peu avec lui. Donc, en fait, souvent aussi, quand je finis la lecture, j'ai un petit creux de temps là. Je viens souvent à la cuisine et aussi ici, j'ai fait ce petit espace-là, mon espace africain, béninois, et voilà, cet armoire-là, c'est l'espace où il y a les nourritures, les condiments russes, en fait. Ça, c'est pour ma femme, ça, c'est le mien. Donc ici, on peut aussi voir l'huile rouge. Il y a aussi, comment on appelle cette histoire, je pense ça souvent au petit-déj. C'est la feuille de, je sais pas, communément appelée au Bénin, tima. Donc je l'utilise souvent pour prendre le petit déjeuner avec le thé et tout ça. Donc, il y a aussi le bissap, on peut voir il y a le bissap, l'huile rouge. Donc il y a aussi sésame,
qu'on appelle, comme on appelle Goussi au Bénin. Donc voilà, j'ai un petit, mon petit monde béninois et on a un marché africain ici. Спасибо, что дали мне возможность представить себя. Merci de m'avoir permis de me présenter, de montrer la Russie d'une manière ou d'une autre. Et chez nous, parce que j'ai oublié de dire, je suis natif, je suis Nago. Je suis de père, mon père est de Lagbé, c'est une commune de Ifani, et ma maman est de Sakété, donc je suis Nago. Donc je vais finir pour dire, chez nous, au d'abord. Béninois de la diaspora, donc c'était à l'instant Adé Gbola, lui qui vit donc en Russie depuis 2013. Il nous a été repéré par Ariane, da Silva Ariane. Merci. À présent, on installe le talk. Mes invités sont déjà en plateau. Innovation technologique en Afrique, eh bien, quel est le rôle que jouent aujourd'hui les startups et toutes ces innovations des jeunes? On en parle sur le plateau avec deux invités. Ahmed Sakayarou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'économie et de la digitalisation. Du numérique et de la digitalisation. Pardon, ministre du numérique et de la digitalisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir partagé. Dans l'ancienne appellation. Et lui, c'est Arel Zanon, le président des startups du Bénin. Du patronat des startups du Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation aussi. C'est un plaisir. Et ils sont restés avec moi, ce sont mes chroniqueurs Bruno Swali et Rebecca Kendiamouli. Alors j'attaque tout de suite avec vous, monsieur Ahmed Sakayarou. Dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui en Afrique en termes de digitalisation et de numérique? Alors, merci, chers journalistes, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, il faut déjà dire que l'Afrique vit une profonde transformation en termes de démographie, en termes économiques et en termes sociaux, et que 50% aujourd'hui, disons, de la croissance mondiale sera portée d'ici là, à l'horizon 2050, par le continent africain. Alors toute cette transformation a un socle, c'est la technologie. Cette technologie-là qui doit impacter, disons, tous les secteurs, le développement économique, le développement des entreprises, le développement de l'administration par la facilitation, disons la simplification des procédures au niveau de l'administration, disons par la transformation même structurelle de ces administrations-là, rapprocher, disons, les usagers de l'administration. Toute cette transformation se passe au niveau de toute l'Afrique pour dire que il faut, comme pilier de cette transformation-là, comme pilier, premièrement, il faut qu'il y ait une dépendance énergétique. Alors sans énergie, la technologie ne peut pas avoir un impact. Il faut un déploiement haut débit et très haut débit des infrastructures à travers tout le continent. Il faut également qu'on puisse renforcer le capital humain, c'est-à-dire revoir nos programmes de formation, disons, adapter, disons, les formations. On va revenir tout à l'heure, monsieur, si vous permettez, monsieur Sakayarou, à ce qu'il faut faire justement pour améliorer ce qui est déjà fait. Mais avant, Arel Zanou, dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui au Bénin? Parce que vous, justement, vous êtes le président des startups, du patronat donc des startups du Bénin. Vous maîtrisez plus ou moins bien tout ce qui se fait en termes de création, en termes d'innovation, ne serait-ce que sur le plan technologique. Alors, merci, monsieur le journaliste. Sur le plan du Bénin, déjà, avant de rebondir sur le plan du Bénin,
quand on prend l'Afrique de façon générale, aujourd'hui l'Afrique est le deuxième consommateur du numérique sur le plan mondial en termes de continent. Donc nous sommes, disons, en termes de consommation, ne serait-ce que d'infrastructures du numérique et même des services du numérique, nous sommes déjà le second continent qui consomme le plus cette technologie-là. Et le Bénin, justement, dans un passé récent, a fait un bond quand même à saluer. Nous faisons partie aujourd'hui des 5 pays qui ont ce qu'on appelle un indice d'agilité digitale les plus élevés. Donc le Bénin aujourd'hui se positionne à côté du grand Lagos, de Accra, de la Nairobi et également du Maroc. Donc nous faisons partie de ces 5 pays aujourd'hui où la transformation digitale est... Et le Rwanda? Bon, le Rwanda, oui. Quand je parle de saut, je parle en termes d'efforts consentis. Okay. Parce que ce qu'il faut dire par rapport au Rwanda, c'est que le Rwanda s'intéresse au numérique depuis très longtemps. Donc, en termes de saut, ils n'ont pas fait un grand saut parce que c'est devenu naturel en fait. C'est un travail qui s'est construit dans la durée. Voilà, dans la durée. Alors que ces pays-là que je viens de vous citer ont fait vraiment un grand saut. Ils sont passés pratiquement du néant. Comme le cas du Bénin, il faut le dire, on est passé vraiment du néant à quelque chose de très concret. Et aujourd'hui, on est cité en exemple partout dans le monde. Et justement, ça a forcément un impact sur tout ce qui est écosystème des startups aujourd'hui, parce qu'en même temps qu'on parle de digitalisation, il faut parler à côté de ça, de l'économie numérique, de tout ce que ces technologies-là vont pouvoir apporter à l'économie du pays. Et le Bénin est aujourd'hui en pole position, si on peut parler comme ça, parmi ces 23 pays africains qui ont pris le digital à bras le corps. Le Bénin est quand même en pole position. Et si la dynamique continue dans ce sens-là, je pense que d'ici quelques années, on sera quand même... quartier numérique de l'Afrique. Bien sûr. On est déjà quartier latin. En tout cas, je me permets de le dire, on est à quartier grec de l'Afrique, pourquoi pas quartier numérique aussi de l'Afrique. Alors Rebecca, dites-nous, je sais que vous côtoyez beaucoup les startups, vous avez une passion pour le numérique, vous fréquentez beaucoup de personnes dans le secteur. Est-ce que les innovations technologiques dans ce secteur sont en adéquation avec les besoins aujourd'hui? Parce qu'on sait que l'Afrique est un continent où pratiquement, je ne vais pas dire que tout reste à faire, mais beaucoup de choses restent à faire. Oui, tout à fait. Je pense, oui, que les applications, les solutions qui sont développées aujourd'hui, je veux parler du cas du Bénin, au Bénin, sont en adéquation avec les besoins. Vous savez, les nouvelles technologies, l'innovation apporte beaucoup, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement et que sais-je encore. Quand je prends, il y a l'application, et c'est pas parce qu'il est là que j'en parle, il y a l'application Dimoadoc. L'application Dimoadoc, par exemple, qui rassemble, enfin, qui rapproche, un réservoir. Voilà, qui rapproche les soins, les soins de la population près des officines aussi bien pharmaceutiques que des centres de santé. Aujourd'hui, pour appeler un service de santé, vous n'avez plus forcément besoin de vous déplacer, vous pouvez juste avoir ces applications-là et c'est une application parmi tant d'autres. Il y a aussi l'application là qui a Medical aussi qui œuvre beaucoup, qui fait beaucoup pour la santé, qui rapproche la santé des patients. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est créé, ce qui est mis en place est déjà beaucoup réfléchi. C'est par rapport au contexte social du Bénin et aussi par rapport au contexte social de l'Afrique. Est-ce que vous partagez cet avis, Bruno? Oui, je partage cet avis. Je pense qu'il y a véritablement un travail considérable qui est fait et beaucoup d'innovations qui ont été apportées ont été, je dirais, en phase avec nos réalités. Moi, je continue de saluer, par exemple, la dématérialisation des services de l'administration au Bénin. On sait, et moi je vais même généraliser puisque le thème est beaucoup plus africain du jour, est beaucoup plus africain que béninois. On sait qu'en Afrique, globalement, on avait généralement des problèmes d'accès aux services de l'administration, en tout cas pas en temps voulu, généralement. On a vu des gens rater des réunions internationales, des colloques, pour des raisons administratives. Mais aujourd'hui, avec la dématérialisation des services de l'administration, ou à partir de votre salon, à partir de votre ordinateur, à partir de votre smartphone, vous pouvez être demandeur d'une pièce donnée et la recevoir en 2,
3 jours. Je pense qu'on a vraiment avancé parce que c'était l'un de nos problèmes majeurs. Les avancées, enfin les innovations de la technologie, je dirais, ont fait beaucoup de bien à l'Afrique. Je pense aussi, Herman, à l'organisation des élections. On sait que les élections en Afrique, il y a encore des années, c'était un véritable problème parce que c'était parfois source de rassemblement ou source de tension, source de division. Mais aujourd'hui, avec les avancées de la technologie en Afrique, on a pu véritablement voir l'apport de la technologie au niveau de pour rendre les élections plus ou moins transparentes, que ce soit au niveau du rassemblement des informations concernant les résultats, la vitesse à laquelle les résultats aujourd'hui sont donnés, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'avait pas sans l'apport de la technologie. Donc je pense que tout ce qui se fait, c'est beaucoup en adéquation avec l'Afrique parce que si nous sommes un second consommateur aujourd'hui, ce n'est pas à cause forcément de la quantité, mais c'est parce que nous l'exploitons sur les terrains dont nous avons le plus besoin. Alors, M. Sakayarou, dites-nous, est-ce que le Bénin n'a pas justement sans doute compris l'enjeu de ce que constitue aujourd'hui le numérique et en mettant en place un ministère de l'économie numérique, mais au-delà, il y a aussi quand même de ces initiatives qui boostent le secteur. On pense par exemple à CMS City qui est installé, également d'autres initiatives sur le terrain. Oui, merci, monsieur le journaliste. En réalité, le chef de l'État a bien vu en dédiant, disons, au secteur du numérique un ministère spécifique. Alors, la mission du ministère du numérique et de la digitalisation, c'est d'abord de concevoir, de suivre et d'évaluer les politiques générales de l'État en matière de développement, en matière, disons, de développement de la digitalisation, de transformation numérique, en matière de promotion de la communication électronique et en matière de digitalisation des services de façon générale. Alors ces missions-là sont remarquables et l'État s'appuie, disons, sur tout ce qu'il y a en termes de déploiement d'infrastructures qu'il y a eu. Nous avons eu un maillage de près de 2000 km pour pouvoir connecter toutes les structures au niveau du pays. Nous avons, disons, impacté différentes structures. Ça a été déjà dit. Aujourd'hui, par exemple, le e-résultat qu'on a lancé tout dernièrement pour permettre, disons, à nos élèves, aux candidats de CPE, du BPC, du bac, d'avoir leurs résultats en un temps record. Surtout par ces temps de Covid-19 où avant les étudiants étaient obligés de s'agglutiner et ils n'ont même pas leurs résultats à temps. Aujourd'hui, par un simple clic, vous pouvez avoir vos résultats en un temps record. Il y a plusieurs e-services qui ont été créés, si vous permettez, plusieurs e-services. Nous avons lancé tout dernièrement notre plateforme nationale, notre portail national plutôt des services publics. Il y a la plateforme d'interopérabilité, le portail national des services publics qui a à peu près de 370 services, dont 70 services disponibles aujourd'hui qui permettent, disons, la simplification des procédures, rapprocher les usagers de l'administration et leur faciliter, disons, la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est par exemple à Kandi aujourd'hui, s'il veut avoir son casier judiciaire, il n'a plus besoin de se déplacer. Le e-casier judiciaire qu'on a lancé tout dernièrement, le e-passeport. Alors pour tous les types de passeports, disons la type de passeport, passeport ordinaire de service, passeport diplomatique. Donc il y a autant d'innovations au niveau du secteur du numérique. Et le chef de l'État a bien vu en dédiant un ministère spécifique à cette digitalisation. Alors, la base de tout ceci, c'est bien beau d'avoir des e-services, c'est bien beau de dématérialiser, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, dames, l'administration. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que le bonhomme qui est quelque part, je ne sais pas, dans le Bénin profond, est-ce qu'on est sûr que quelqu'un qui n'est pas donc, dans les grandes cités a accès à Internet? Parce que Internet est la base donc, de tout ceci. Si on a beau avoir un portail des services publics, on a beau avoir tout ce que vous avez cité, si on n'a pas Internet et de meilleure qualité surtout,
Est-ce qu'on peut jouir comme cela se doit de ces services aujourd'hui? Est-ce que le Bénin dispose, vous nous rassurez, peut-être d'une connexion Internet de qualité? Bien entendu, le Bénin dispose d'une connexion Internet de qualité. Je vous ai dit que le maillage a été fait sur près de 2000 km déjà, au niveau de tout le territoire. Et il y a une densification du réseau qui s'accompagne aussi. Et comme vous le savez, nos opérateurs sont assez dynamiques pour pouvoir accompagner, disons, toute la population. Mais la grogne se fait de plus en plus remarquable. Oui, c'est normal, puisque le consommateur trouve toujours que c'est un peu cher, l'Internet est un peu cher, mais en réalité, l'Internet n'est pas cher. Non, pas sur la cherté, par rapport à la cherté, mais plutôt sur la qualité d'Internet. Le débit. Non, le débit, en fait, la bande passante peut être parfois suffisamment éprouvée, mais des efforts sont en train d'être faits pour densifier le réseau. Et de plus en plus, on a une bonne qualité de l'Internet. Et dans la sous-région, je crois que le Bénin fait partie des pays qui a une bonne qualité de l'Internet. Quand vous voyez en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région, nous faisons partie des pays ayant de la bonne qualité d'Internet. Alors, Arel, Zanou, dites-nous quels doivent être aujourd'hui les secteurs prioritaires dans lesquels on doit concentrer les énergies. Alors, avant de répondre à votre question, je vais rebondir très rapidement, si vous permettez, sur la qualité et sur le coût de l'Internet. Moi, je suis un représentant je suis André comme un syndicat. Vous n'avez pas fait la loi sur le plateau. En fait, les startups aujourd'hui sont les véritables consommateurs de ces services-là. Parce que quand vous créez un service, vous-même, vous devez être en ligne de façon permanente pour pouvoir offrir les services aux gens. Donc, contrairement à notre représentant du ministère, nous, on n'est pas vraiment du même avis. Le contraire aurait étonné. Voilà. Il comprend qu'on ne soit pas du même avis parce qu'aujourd'hui, vous savez, Internet est considéré comme un besoin fondamental. Vous savez, vous allez dans certains pays, Internet est gratuit. C'est-à-dire que il y a certains pays d'Europe, je les ai parcourus, ou même dans la rue. Vous convenez avec moi qu'on n'est pas en Europe, qu'on est en Afrique? Non, mais en termes de digitalisation, on peut rivaliser. On n'est pas là pour dire tout le temps on est en Afrique et prétester du fait qu'on est en Afrique et ne pas faire les choses comme cela se doit. On peut se comparer à un pays européen, à un pays asiatique. Pourquoi pas? Parce que le numérique, ça va très vite. Au même moment qu'il y a un service qui est utilisé en Afrique, au même moment, ce service-là peut être utilisé en Europe. Donc, les Africains peuvent même créer des services qui peuvent être consommés en Europe. Donc, ne faisons pas ce truc-là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement doit vraiment tenir compte du fait que Internet est devenu un besoin fondamental. Et un besoin fondamental, c'est un peu comme se nourrir, se vêtir, se loger, aller à l'éducation. Internet également doit être un besoin fondamental si véritablement on veut y aller. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, comme vous l'avez dit, il y a des fois, vous avez un très bon service, mais la qualité de l'Internet, surtout avec nos opérateurs téléphoniques, vraiment, ce n'est pas la peine. Et tout le temps, on le dit. Je sais qu'il y a des efforts qui se font, mais je pense que l'État doit revoir ce qu'on appelle, en greffe, le business plan par rapport justement à ces offres-là. Et c'est sans nul doute ce qui se fait déjà. On doit pouvoir offrir à la population de l'Internet de bonne qualité, mais surtout considérer que cet Internet-là ne doit pas être monétisé, mais plutôt être subventionné. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, c'est possible? Y a-t-il un projet? Oui, en fait, je voulais dire, pour bonder dans le même sens que lui, en fait, dans le cadre de la COVID actuellement, par le e-learning, l'État a permis à tous nos étudiants d'avoir accès à leurs cours, d'interagir directement avec leurs professeurs gratuitement. Donc, l'État a rendu gratuit l'Internet pour ces étudiants-là, pour pouvoir finir l'année. Donc, ça, c'est une subvention, je peux dire, de l'État. L'État accompagne les étudiants. Et beaucoup souvent. Oui. Il y a aussi les salles de classe numériques. Les salles de classe numériques, voilà. On a près de 24 salles de classe numériques, 2 par département. Donc, ces salles de classe numériques permettent aussi à nos élèves d'interagir avec leurs profs, de pouvoir faire des recherches directement, de se passer de la craie. Autrefois, on était obligé d'aller à la bibliothèque. Donc, directement, ils ont des bibliothèques, ils ont des contenus dans leur salle numérique. Donc, beaucoup de choses se font. Il y a des points numériques communautaires qui se font pour permettre à nos étudiants qui n'ont pas des terminaux de pouvoir aller au niveau de ces points numériques communautaires pour pouvoir suivre leurs cours. Donc ça, c'est à des coûts
disons, dérisoire, presque forfaitaire. Je suis d'accord, mais l'idéal serait que le Béninois lambda, s'il n'est pas étudiant, s'il n'est pas proche d'un point... Vous êtes d'accord que c'est progressivement, on va y arriver? Non, entièrement d'accord. Il y a des efforts, j'ai commencé par le dire, il y a des efforts, mais il faut surtout voir... l'idéal, moi je oui, dis la toujours gratuité l'idéal de pour nous. l'Internet Non, ne pas se de la fait pas gratuité. à ce niveau, parce Oui. qu'il y a des investissements derrière Non, tout je ça, suis vous le totalement savez d'accord, bien, mais c'est de je gros pense- investissements. Je pense, Herman, qu'il y a quand même, il faut Les pas oublier, efforts il y a sont quelques faits. années seulement qu'on a eu un ministère purement dédié Voilà. au numérique. Il y a beaucoup de choses. On pourrait se plaindre aussi dans d'autres domaines, mais je pense que Les efforts sont faits. des efforts sont Je faits. suis d'accord. Et On quand on espère. voit les efforts qui sont faits, on peut espérer que voilà, ça va s'améliorer de jour en jour. Ça d'année s'améliore en déjà année. parce que de il y a- toutes les façons, c'est un ministère qui est devenu incontournable maintenant, quel que soit Absolument. le Oui, gouvernement en place. On ne peut pas faire sans Absolument. le numérique, c'est sûr. Il y a 4 ans, on ne pouvait pas penser que vous pouvez avoir votre casier judiciaire en ligne. Il fallait Vous faire pouvez un avoir les voyage. résultats en ligne. Vous pouvez aller avoir dormir. votre visa. Immobilière Il faut aller aussi. dormir dans le votre centre de visa. Le numéro Oui. IFU qui était un casse-tête. Oui. Donc, permettre à nos différentes entreprises d'envoyer leurs états financiers en ligne dans le secteur des impôts. Beaucoup de choses se font. La facture Nos normalisée. nos régies financières sont beaucoup digitalisées. Le SICTAS, par exemple, la Voilà. Direction générale des impôts, les systèmes intégrés de Voilà. gestion des taxes et Exactement. assimilés. Voilà. Donc, La sûreté mobilière. beaucoup du de côté choses se font. Beaucoup de choses se font. Je suis d'accord. Et N'est-ce ça pas? fait que... Vous êtes convaincu? Non, je pense qu'il faut pas. C'est pas. En fait, je suis d'accord sur ce qui est fait. D'accord. Mais l'idéal, comme je le signifie, c'est qu'on en arrive. C'est vrai, on félicite le gouvernement pour ce qui est fait. Mais il faut dire que le chemin est encore long. Il faut en arriver à donner de l'Internet de bonne qualité à la Là, population c'est et à le un porte-parole. Alors, ce n'est mais plus- maintenant, pour les Félix, domaines, maintenant, justement, pour les pour domaines, répondre je finalement à la pense question, que le domaine prioritaire aujourd'hui, c'est l'agriculture. C'est très important parce que l'agriculture porte quand même 61% de notre économie, de l'économie même de l'Afrique de façon générale. Il faut que le secteur de l'agriculture soit beaucoup digitalisé. Aujourd'hui, il y a des pertes liées aux conditions climatiques, aux sécheresses et aux trucs là. Et ces pertes-là, justement, sont liées au fait qu'on n'anticipe pas. Alors qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on peut rapidement anticiper, par exemple, sur la pluviométrie, on peut anticiper sur les sécheresses, on peut rapidement aller identifier dans une grande plantation, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas l'amorçage d'une maladie, d'une pathologie au niveau... Donc, parce que le problème qui se pose avec les agriculteurs, quand ils ont de grands espaces, ils n'arrivent pas à tout maîtriser. Donc, le temps de voir une pathologie venir, c'est que ça a déjà décimé Ravagé beaucoup bonne de... partie, Voilà. Surtout dans l'élevage aussi. Dans l'élevage également, Quand les d'accord. pestes s'annoncent. Ça et tout annonce ça. très bien. Donc, en dehors de ça, il y a forcément le domaine de l'éducation. Il faut que la technologie soit beaucoup plus renforcée. Parce que nos enfants, c'est eux qui vont prendre la relève. Et aujourd'hui, vous voyez, déjà même à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, les enfants commencent à s'intéresser. Ils vous arrachent les portables, ils vous arrachent vos tablettes et commencent vraiment pas à s'intéresser à la chose. En dehors de ça, en dehors de l'éducation, il y a la santé. Comme Rebecca le disait aujourd'hui, vous savez, tout est priorité en Afrique et la santé est devenue une grande priorité. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la santé. Et nous savons que, malheureusement, une fois encore, on est dans un contexte où on forme des médecins, on forme le personnel soignant, mais malheureusement, on ne les consomme pas. On ne met pas les moyens à leur disposition. Et malheureusement, quand ces médecins-là sont formés, ils partent. La preuve, c'est que vous allez voir dans les pays comme la France, par exemple, ne serait-ce que dans l'île de France, dans la région parisienne, vous avez plus de médecins béninois. il y en a qu'au combien? Bénin. Vous avez les chiffres? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quelque chose qui se sait. Hein. Même les gouvernants en parlent, le président Sarkozy en a parlé, le président Emmanuel Macron en a parlé également. Pour vous dire que aujourd'hui, on est dans un contexte de désert médical. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, pour un seul soignant, je parle même de soignants infirmiers y compris, pour un seul soignant, on a près de 10 000 habitants. Donc un seul soignant doit soigner environ 10 000 habitants. Vous voyez. Et ça, pour combler ce gap-là, justement, il faut des applications numériques. Il faut, par exemple, faire de la consultation en ligne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin des mains poussées pour avoir une satisfaction. Donc, ces gens-là peuvent être rapidement pris en charge à partir des applications numériques. Donc, vous êtes chez vous et vous faites une consultation en ligne et ça permet, en fait, de gagner du si temps. vous permettez, Oui. en fait, je voulais dire par rapport au secteur de l'agriculture, le gouvernement a anticipé en initiant un projet, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Ce projet sera en vigueur et mis en œuvre d'ici là.
donc avec la contribution de nos partenaires de la Banque mondiale. C'est un projet, c'est apporter le numérique dans l'agriculture. Donc c'est un projet qui va impacter, disons, plusieurs filières agricoles. Le projet est déjà prêt, l'unité de coordination est mise en place. Donc vous verrez dans les jours à venir, il y aura plusieurs startups qui seront consultées, qui vont nous proposer leurs solutions, diverses solutions, telles que vous avez dit. Donc quelque chose est déjà fait au niveau de l'agriculture. Au niveau de la santé aussi, vous avez parlé de Kia Médical qui a fait beaucoup de choses, des consultations peuvent se faire en ligne. Il y a plusieurs projets qui sont initiés par rapport au ministère de la Santé. Dans l'éducation, vous avez parlé du e-résultat tout dernièrement, le e-learning qui est en cours aussi. Donc, il y a des accompagnements qui se font et je crois que d'ici là, nous allons digitaliser toute l'administration. Et tout le Bénin sera digitalisé. Je crois que niveau éducation, moi, c'est un domaine qui me concerne. C'est vrai, la santé a été déjà évoquée, l'agriculture aussi. Mais niveau éducation, parce que de plus en plus, on ne peut pas tout apprendre à l'enfant, à l'école. Ce n'est pas possible. En 9 mois, pour une classe de, je ne sais pas, 6e par exemple, de tout lui apprendre tout ce dont il a besoin pour une classe de 6e. On sait que parfois, le temps ne suffit pas au professeur d'avancer suffisamment dans les programmes. Et donc, je pense que la technologie pourrait aider véritablement à faire des compléments de cours pour pouvoir renforcer la connaissance des élèves. Aujourd'hui, vous allez au niveau universitaire, Herman, les travaux de recherche aujourd'hui sont facilités également grâce à la technologie, que vous soyez dans un domaine littéraire ou technique. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour que vous puissiez mieux faire vos recherches, pour pouvoir produire des documents de qualité, laisser ça, je dirais, à la postérité. Alors Rebecca, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour booster encore plus le secteur? Parce que oui, on est d'accord sur le fait qu'il y a un effort qui est fait. Oui, on est d'accord sur le fait que les choses changent. Mais pour booster encore plus le secteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense tout de suite déjà au financement des startups. Parce que c'est le véritable problème aussi. Il y a des jeunes qui ont des idées, qui veulent créer. Alors, je ne vous arrête pas. Je fais une question rapide à Ariel, puisqu'il est dans le domaine. Une start-up béninoise aujourd'hui, est-ce que ça rapporte? Si on fait une comparaison avec ce qui se passe sur le plan mondial, on dira que ce n'est pas encore ça. Mais néanmoins, il y a forcément, oui, bien sûr, il y a forcément des startups qui s'en sortent très bien. Ça dépendra évidemment du produit, du service qui est proposé, et ça dépendra aussi du marché sur lequel ce produit-là ou ce service-là va être vendu. Oui, il y a des startups qui s'en sortent. Très bien. Alors Rebecca, allez-y. Alors oui, il y a des startups qui s'en sortent, mais il y en a aussi qui ne s'en sortent pas. Donc du coup, la question du financement revient sur la table. Je pense que ce serait bien si, je ne sais pas si des projets sont déjà en cours au niveau du gouvernement. On va y revenir. Oui, ce serait bien qu'il y ait des projets pour accompagner ces startups, parce que quand même derrière, c'est des jeunes qui créent, derrière c'est des jeunes qui pensent, derrière c'est des jeunes qui veulent révolutionner en quelque sorte le domaine du numérique au Bénin, et je pense que ce serait bien de les accompagner pour pouvoir motiver, parce que ce qu'ils vont créer, ce ne sera pas uniquement pour eux, ce sera pour nous, ce sera pour le Bénin, ce sera pour l'Afrique. Juste un complément à ce que Rebecca a dit rapidement. Elle parle d'investissement, oui, mais on ne peut pas à tout moment tout attendre du gouvernement et tout mettre sur la tête du gouvernement. Je pense que voilà, le pouvoir en place aussi doit ouvrir davantage la porte aux investisseurs, parce que parfois les investisseurs ont de très bonnes idées, ils ont de grands projets pour le pays. Voilà, ils viennent avec de nouvelles manières de voir les choses qui ont peut-être marché ailleurs, si ça peut aussi marcher ici. Donc voilà, les investisseurs plus le financement de l'État, ça peut aider. Alors monsieur Sakayarou, que gagne l'État en investissant dans le secteur? L'État gagne beaucoup. Ils ont parlé des startups qui produisent des solutions. Au niveau du ministère, nous avons un fonds, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique qui est créé. Je crois pour le moment, c'est 1 milliard pour accompagner les startups, pour les accompagner dans divers domaines. On peut dire le milliard des startups. Le milliard des startups est créé. Mais on n'a pas depuis. Non, vous n'attendez pas depuis. En fait, les startups en bénéficient déjà. Ah oui? Il y a des accompagnements, bien sûr, des accompagnements qui se font. Alors, quand ils doivent participer à des concours à l'international, nous les avons déjà accompagnés un certain nombre de fois. Lors de certains forums, nous les avons accompagnés. En Tunisie, tout dernièrement, nous avons amené un certain nombre de startups. On a assuré la logistique, on les a accompagnés techniquement. Nous avons prévu, dans le cadre de ce fonds-là, des formations
en Learning Lab. Donc, diverses formations, on peut faire venir des experts de l'extérieur. Vous aussi, si vous êtes par exemple codeur, vous pouvez faire des formations en codage. Donc, il y a un accompagnement soutenu des startups actuellement qui est prévu. Ça a commencé. Alors, Arel, comment faire? Parce que oui, il y a beaucoup de startups qui naissent, il y a beaucoup de startups qui sont créées, mais on a l'impression que beaucoup n'ont pas accès à l'information. On a l'impression que beaucoup ne comprennent pas, on va dire, ce mouvement qui est en train de naître. Comment faire pour vulgariser encore plus le travail qu'abattent les jeunes aujourd'hui? Alors déjà, nous, au niveau du patronat, on a commencé le travail de sensibilisation et d'information. Le problème qui se pose généralement sur le terrain, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne se savent pas start-up. Parce que c'est déjà un thème qui n'est pas, pour le moment, assez clairement défini, ne serait-ce que par l'État. Mais nous savons que... représentant de l'État, la start-up, une start-up, c'est quoi? À quel moment on peut se considérer start-up? Le thème est assez défini. C'est une jeune entreprise innovante, à forte potentialité, qui a besoin d'un investissement soutenu pour son développement, tout simplement. Alors, ce qui se passe avec nos startups, c'est qu'ils ne proposent pas des solutions assez innovantes. Ce n'est pas des solutions vendables. Ce n'est pas des solutions pour régler définitivement, adresser certaines problématiques au niveau de la société. C'est ça qui fait qu'ils n'ont pas suffisamment d'accompagnement. Ils doivent faire des efforts, tel qu'il a dit, les startups doivent faire des efforts. Tout ne doit pas venir, disons, de l'administration du gouvernement. Si vous n'avez pas un produit vendable, si vous n'avez pas une solution qui règle un problème sérieux, vous ne pouvez pas vendre cette solution-là. Et l'État ne pourra pas vous accompagner. Alors, Il faut véritablement être dans l'innovation. Dans l'innovation. En fait, ma préoccupation n'est pas à ce niveau-là. Ma préoccupation est plutôt qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle start-up dans l'administration? C'est tout récemment en fait qu'on a été... Une micro-entreprise. Non, ça c'est la définition de façon générale. Oui. Maintenant, c'est tout dernièrement justement qu'on a été associé à un projet justement avec la Startup Act qui va pouvoir, on va prendre une loi qui va pouvoir définir exactement quels sont les critères d'éligibilité. Et après, la jeune entreprise prend le label de start-up. En fait, c'est là où je voulais en arriver. Parce que quand vous allez justement en Tunisie, vous savez qu'il y a des entreprises par catégorie. Et parmi ces catégories, justement, il y a les start-up. Mais aujourd'hui, au Bénin, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que chacun crée comme il peut son entreprise et voici répond à la définition générale. Mais j'avoue que il y a donc eu un peu de cacophonie à un moment donné parce que donc il va falloir donc refaire les choses parce que quand on parle de start-up, c'est assez clair. Il faut louer l'effort. Il faut louer l'effort du ministère de l'économie parce que ce qu'on est en train de dire justement, c'est ils nous ont associés à un projet justement de Benin Startup Act, qui est un projet justement qui va résoudre ce problème-là pour qu'on sache qui est qui. Il y a des critères. Arel, une très petite question qui va répondre en 15 secondes. Oui. Du patronat, ça m'est toujours venu à l'esprit comme ça. Alors, pourquoi on remarque que les jeunes du Bénin, les jeunes start-upers du Bénin, quand ils créent leur start-up, on donne toujours des noms anglais? Oui, aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans l'anglais. Et puis, quand vous... Dans un des critères des startups, c'est l'aspect scalabilité et l'aspect reproductibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une solution juste pour votre pays. Il faut que votre solution soit reproductible. Mais on peut créer une solution avec un nom. Rebecca, on va finir. Merci. Merci à vous, Arel. Comme quoi, c'est un thème important. Les startups. Les startups, oui. C'est vraiment passionnant. Monsieur Sakayarou, merci. Merci. On sait que vous faites beaucoup pour le développement du secteur au Bénin il n'y a pas si longtemps. On n'a pas, on va dire, cette ébullition qu'il y a dans le secteur. Est-ce que vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a eu une ébullition, il y a une émulation aussi. Et de plus en plus, les jeunes créent. Et les jeunes innovent, les jeunes inventent. Le Bénin, donc voilà, est en train de se transformer. L'Afrique aussi. On va amorcer la descente de cette émission. Et la dernière rubrique, c'est celle que mes chroniqueurs et les invités aussi adoptent particulièrement. Rebecca, c'est quoi déjà? Le quiz. Le quiz. Cinq questions auxquelles vous allez répondre en 3 minutes pour déterminer un grand champion. 2 équipes très rapidement, messieurs, dames de la gauche, de façon unilatérale, je décide que vous êtes l'équipe A. Et messieurs, je décide que vous êtes l'équipe B. Donc, Bruno, monsieur Yarou, Rebecca et Arel. Top.
Qui suis-je? Je suis né le 29 décembre 1954 à Mankono, en Côte d'Ivoire. J'ai commencé mes études au Bénin, puis me rends en France à l'université Panthéon-Sorbonne, titulaire d'une licence puis d'une maîtrise en droit. J'obtiens en 83 un DEA en droit des affaires. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat m'est délivré l'année suivante. J'intègre le barreau de Paris en 85. Adrien Gouji. Mauvaise réponse, malheureusement. J'intègre le barreau de Paris en 85 et travaille pour des cabinets juridiques. De retour au pays, je tiens brièvement le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme dans le gouvernement du président Marie-Élise Bédot. Du président Mathieu Kérékou entre mai 98 et juin 99. Je suis Marie-Élise Bédot. Lors du scrutin de 2001, je me présente en tant que candidate indépendante et adopte le slogan « Wenoussou ». Je deviens la première femme du Bénin à prendre part à une élection présidentielle. Ancienne ministre de la Justice, je milite beaucoup pour les droits des femmes. Je suis maître Marie-Élise Bédot. Bonne réponse. Que suis-je? Récompense remise chaque année aux personnes qui ont fait progresser la recherche ou la société. Distinction honorifique qui permet aux lauréats de se partager un montant de 8 millions de couronnes suédoises, environ 485 millions de francs CFA. Oui. Le prix Nobel. Oui, le prix Bonne Nobel. réponse. Un partout. Le prix Nobel. Je suis décerné donc dans bien de domaines à l'acception des mathématiques, physique, chimie, médecine, littérature, sciences économiques et même paix sont les secteurs dans lesquels j'interviens. Je suis le prix Nobel. Qui suis-je? Messieurs les start-upers, messieurs du numérique. Je suis né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, aux États-Unis. J'ai fait mes études au lycée Palmetto de Miami. En parallèle, je suis des cours de sciences à l'Université de Floride, ce qui me permet de décrocher en 82 le prestigieux Silver Knight Award. Mon talent m'ouvre les portes de l'Université de Princeton où j'étudie la physique dans un premier temps, avant de me tourner vers l'informatique, ma véritable passion. Mon diplôme d'informaticien en poche, je rejoins la société Fitel, une start-up spécialisée dans les finances et les télécommunications. Je suis considéré comme le père fondateur du e-commerce, de l'entreprise fondée en 1995 avec 300 000 $ empruntés à mes parents. Jeffrey Bezos. Je veux le nom en entier. Jeffrey Bezos. Je veux le nom en entier. Jeffrey Bezos. Je veux le nom en entier. Il y a un De petit nom au l'entreprise fondée en 1995 avec 300 000 $ empruntés à mes parents, j'ai créé le numéro 1 de la vente en ligne. Je suis devenu l'homme le plus riche du monde grâce à Amazon. Depuis début 2019, je surpassais Bill Gates et Bernard Hinault dans le classement des milliardaires. Je suis Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Pas Jeffrey. Mauvaise réponse. C'est Jeffrey. C'est Jeffrey, mais en abréviation du Jeff. Jeff souvent, Bezos. C'est Jeffrey en fait. Bonne réponse, Bruno. Je vous taquinais, bonne réponse. Qui suis-je? Ancien étudiant de l'Université scientifique et technologique à Kumasi. J'ai achevé ma licence d'économie au Macalester College à Saint-Paul dans le Minnesota aux États-Unis en 61. En 61-62, j'ai fait des études de 3e cycle en économie à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève. J'obtiens un poste d'une longue... Pas Kofi Annan. Kofi Annan, vous réitérez? Oui, j'insiste. Bonne réponse, Bruno. Bonne réponse. De nationalité ghanéenne, j'ai été le plus connu, le plus charismatique et le plus dynamique des secrétaires généraux de l'ONU. En 2001, j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Je décède le 18 août 2018. Je suis Kofi Annan. Qui suis-je? Né le 26 octobre 1953 à Brazzaville. C'est une question musique. Dans le quartier de Poto-Poto en République du Congo. Étudiant en France, ensuite, j'aspire à redynamiser la célèbre rumba congolaise. Accompagné... Kofi Olomide. Mauvaise réponse aussi. Accompagné de plusieurs guitaristes, je rencontre un franc succès dans les années 90. Après m'être produit au Kenya, aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine. Où mon rythme est très populaire, je crée une réelle communauté aux Antilles en collaborant avec des artistes comme le saxophoniste guadeloupéen Pierre Laborde ou le musicien martiniquais Ronald Rubinel, fondateur du groupe Loketo. Oui, Orlus Mabélé. Du groupe Loketo, je suis appelé le roi du soukous. Je décède à 67 ans, atteint du coronavirus. Je suis Aurélien Miatsunama. Je suis Orlus Mabélé. Messieurs, 3 bonnes réponses. C'était bien. Madame, monsieur, merci. Merci à vous, monsieur Sakayarou. Merci Bruno, merci Yaren, merci Rebecca. Merci à toutes et à tous. Cette émission a été préparée et réalisée par l'ensemble, on va dire, de l'équipe de la parenthèse. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, quand il sonnera très exactement 7h10. Portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir.